Je vais dire 2-3 mots en introduction avant de passer des images que je vais vous commenter. Je voulais d'abord faire une petite précision sur le titre, qui est donc Paysage, invention, faire avec, qui est en fait qui vient du fait que le métier de paysagiste est un métier qui est assez jeune et qui est pour moi toujours à inventer, comme les paysages sont à inventer en permanence. Donc c'est pour ça que j'ai appelé moi ma pratique, j'ai donné un nom qui est celui-là. Et puis pour aussi me permettre en introduction de vous donner une possible définition du mot paysage en partant d'une phrase du Conseil de l'Europe de 95 qui dit « Chacun, chaque jour, produit du paysage, l'agriculteur, l'ingénieur des routes, le maçon, l'architecte, le forestier, l'élu, l'administrateur qui élabore les règlements. Le résultat est décevant quand le paysage créé n'est que la somme, l'accumulation non concertée des interventions individuelles sur l'espace. Chaque technique n'est alors au service que d'elle-même et le résultat global, le nouveau paysage, n'est qu'une conséquence subie, reflétant dans un certain chaos l'incohérence de ces démarches sectorielles indépendantes les unes des autres. Une autre manière de produire du paysage est de le considérer comme une œuvre collective à laquelle chacun participe. » Voilà, c'est une phrase d'un texte de 1995 qui n'a pas trop vieilli, si ce n'est qu'il est très spatial, il est très sur des notions d'espace, voire d'esthétique, mais qui pose bien là le fait que la question du paysage et la question du paysagiste, elle pose le fait, enfin, la possibilité, la nécessité d'en faire un projet plutôt qu'une conséquence subie. Voilà. À partir de là, dans ce métier, il y a eu plein de modes de pensée. Alors je vais vous en donner deux, qui ne sont pas du tout antinomiques, qui sont deux pour moi de grands axes, qui sont justement les pensées de l'espace, les paysagistes qui ont commencé à, peut-être en allant un petit peu sur ce que j'appelle moi le terrain de l'élégance de l'architecture, c'est-à-dire l'élégance, le travail des plans, des formes, des perspectives, qui fait partie de l'art des jardins aussi, et qui est intéressant, mais qui n'abordait pas, alors que c'est assez récent et ça prend de plus en plus d'ampleur, la notion de biodiversité, la notion de milieu. Donc on peut aussi penser le paysage par le vivant. D'ailleurs, on peut aussi revoir la phrase « chacun, chaque jour, produit du paysage » comme avec ces différentes actions sectorielles les unes des autres, comme en fait, quand elles sont sectorielles, elles ne sont pas dans un écosystème, alors que quand elles sont toutes associées, elles forment un écosystème. Donc c'est une tendance qui commence à prendre de l'importance, dans laquelle je vais plus me situer, même si la forme est importante. Mais quand on pense le paysage par le vivant, que ce soit l'animal ou le végétal, les espaces et les formes sont plutôt des conséquences que des objectifs. C'est plutôt des choses qui vont arriver parce qu'on aura pensé un habitat, une zone de diversité, et ça va fabriquer une forme. Donc, dans les deux cas, on voit que la contextualisation elle est obligatoire. On ne part pas d'une page blanche, on part d'un lieu, on part d'un site. Et ce site-là, il faut le connaître pour être dans le contexte. Alors, contextualiser, on va en parler d'un tout petit peu, puisque c'est un mot à la mode. Contextualiser, on l'entend beaucoup, mais comme tous les mots à la mode, si on s'interroge sur ce qu'ils veulent dire, on n'ose pas trop le faire, parce que comme c'est à la mode, on a l'air bête quand on s'interroge sur les mots à la mode. Donc. Mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser au mot contexte, contextualiser, sachant qu'en fait, la définition première du mot contexte, ce sont les phrases qui entourent un mot, c'est grammatical. Donc quand on a un mot tout seul, on ne peut pas comprendre le sens, alors que quand on regarde les phrases autour, on comprend le sens. Et je trouve que c'est une analogie intéressante avec le paysage, puisque en fait on peut concevoir un projet comme un mot au milieu d'une phrase et fait que la façon dont on insère ce mot va faire que la phrase va avoir du sens ou pas. Voilà, donc à travers tout ça, faire avec, dans ma pratique, c'est faire avant tout. Et faire avec, c'est pas possible autrement pour moi. On ne peut pas... je pense que je sais pas faire autrement, on va le voir.
Et puis enfin, voilà, j'avais écrit faire avant tout, avec sans autre possible, et ensemble si possible. C'est-à-dire qu'on fait aussi avec les personnes, avec les êtres et tout le monde vivant qui habite les lieux. Donc je vais vous commencer, comme le disait Anne-Marie, par vous parler d'un travail plastique qui me tient à cœur, que je mène depuis bientôt 20 ans, qu'un travail avec le vent. Ensuite, on ira faire un petit tour dans un jardin que j'appelais un jardin politique, érotique. Et ensuite, on passera par des projets de paysage à je conclurai par 3 projets de paysage à 3 échelles, une place, un hameau et un territoire. Alors, les années Maucor, ça commence, donc c'est mon travail sur le vent, ça commence en Ardèche en 97. J'étais mon premier poste de paysagiste au Conseil général. Et j'avais la chance d'habiter dans un immeuble où il y avait un toit-terrasse accessible qui faisait 100 mètres carrés. Et c'était une fabuleuse soupape pour moi pour aller dessiner. Parce que dessiner, c'est une manière de se donner un espace de liberté quand on dessine le paysage, je pense. Et j'avais très souvent sur ce toit. Je commençais mon travail de paysagiste avec beaucoup de candeur et je travaillais à la direction des routes. Et toute la journée, j'essayais à l'occasion de mes implications dans divers projets, de faire passer le message qu'il fallait faire avec, c'est-à-dire avec les lieux, et qu'il fallait donc justement contextualiser. Et c'était se confronter à des systèmes de production de paysages qui sont ancrés dans des habitudes assez fortes quand même. Donc c'était pas facile. Et j'allais dessiner le soir pour me détendre. Il y avait beaucoup de vent, c'était compliqué, les feuilles s'envolaient, enfin, je bloquais les choses. Et puis je dessinais ce paysage de l'Ardèche avec les collines, et il y avait des fils à linge. Il y avait les lignes de crête, des fils à linge, et il y avait les lignes de crête des collines. Tout ça, ça se mélangeait. Donc ça m'intéressait bien, ce mélange des lignes. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est marrant, ces lignes-là. Finalement, je bloque, je trouve des tas de stratagèmes pour lutter contre ce vent qui m'embête. Et finalement, est-ce que j'essaierais pas de le faire participer au dessin? Et puis à partir de là, j'ai commencé à attraper différents objets, des petits entonnoirs, des systèmes d'ailettes, des poulies, tout un tas de matériaux. Et puis j'ai fabriqué une première aile comme ça, vous voyez, avec du carton, un système de pied à coulisses, et puis un entonnoir que j'ai trouvé dans une brocante avec un petit robinet. On pouvait régler le goutte à goutte de l'encre. Donc, tout ça tombait bien. Quand j'ai vu tous les objets, je me suis lancé, j'ai fait les premiers dessins comme ça avec le vent. Voilà. Totalement intuitivement, sans vraiment réfléchir à ce que je faisais plus que ça. J'en ai fait une série d'une bonne trentaine. Et puis voilà. Je décidais à peu près le temps de pause, mais c'était très impulsif, on va dire. Et puis, je suis parti de l'Ardèche et je suis arrivé à Marseille avec le TGV en 2000. J'avais le désir de me mettre à mon compte en tant que paysagiste, j'avais du temps. Et puis, j'avais vu une exposition vraiment belle sur le toit-terrasse de la friche La Belle de Mai par le groupe Dune qui s'appelait « Vous êtes ici ». Et j'ai demandé à ce qu'on me prête les clés du toit de la friche Belle de Mai. Et on me les a passés, donc j'y suis allé, et à ce moment-là, c'était devenu plutôt un entre-deux. C'est-à-dire, j'allais présenter mon boulot à des architectes, au CAUE, et pendant ce temps-là, il y avait des choses qui dessinaient sur le toit. Voilà. Et donc c'était confronté au Mistral, c'était des dessins qui pouvaient... Soit je restais sur place et c'était 15 secondes, soit je partais plus longtemps, et ça pouvait être une nuit, une semaine. Des fois, je retrouvais rien, d'ailleurs. Le Mistral avait tout emporté. Et je m'amusais d'imaginer
la tête de la personne qui avait peut-être reçu ce dessin sur la figure. Ceux-là, je les ai récupérés parce que c'est des coups de Mistral où j'ai commencé à m'intéresser au temps que j'allais donner au dessin. Ça commençait à devenir important pour moi. Et puis ça a été aussi la première déconvenue, encore avec beaucoup de candeur, d'avoir envie de partager ça, parce que je vivais tellement un moment intense et intéressant quand je faisais ces dessins que j'avais envie de le partager. Sauf que j'ai commis l'erreur de considérer les dessins comme un résultat, et donc de les exposer dans des galeries, de découvrir le joyeux monde de l'art contemporain. Donc selon l'accent, on me disait oui, mais comment vous situez votre travail dans l'art contemporain, ou bien plus comment vous situez votre travail dans l'art contemporain. Il fallait que je situe mon travail dans l'art contemporain, c'est très important, mais c'était impossible pour moi de répondre à cette question parce que j'étais pas du tout situé dans l'art contemporain. J'étais paysagiste et je faisais un travail de paysage, de paysagiste. Je me servais de ce qui était là, je réglais une part technique qui est ma part jubilatoire. Par exemple, quand on a des problèmes de contact, il faut que l'encre elle touche le support. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête, où se situe notre intervention. Et au milieu de tout ça, il y a toute une part d'inconnu, toute une part qu'on ne maîtrise pas, comme pour un jardin. Et c'est ça qui est bien. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien de les exposer comme des résultats. Ça n'avait pas de sens, là, pour le coup. Le mot, il était perdu, tout seul, sans phrase autour. Donc, le processus, il était intéressant, mais juste le résultat, ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors, j'ai continué mon chemin. Ça, c'est des dessins de Marseille. Et évidemment, quand j'avais commencé à faire des dessins avec le vent, on le regarde plus exactement de la même manière. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait essayer de classifier un peu les choses. Les paysagistes, ils aiment bien un peu classifier. Enfin, moi, j'aime bien, ça me rassure un peu. Donc, ce que j'ai appelé les effets, les traces. Un peu comme dans le paysage, d'ailleurs, j'y reviendrai. L'instantané et la mémoire. Les choses qui se passent d'un coup, comme ça, qu'on voit en direct. Et puis, les choses qui vont plus nous raconter quelque chose qui s'est passé. Donc là, c'est les effets. Un sac plastique qui vole, un sac plastique qui se promène. On peut voir des fois des plantes qui dessinent aussi des dessins dans le sable, sur des murs. Ça, c'est la Pariétaire à Marseille. Ça, c'est du lierre, mais c'est le passage des trains à la gare de Chaville, à côté de Versailles. Donc il y a l'instantané et la mémoire. Très très vite, quand on s'intéresse à ces histoires de maîtrise du temps, et qu'on est paysagiste, on finit par aller du côté du végétal automatiquement. Donc, j'ai toujours dessiné, ça c'est une autre forme de trace du vent. Vous voyez, c'est un coquillage qui a protégé du sable du vent, en fait. Donc le coquillage a protégé, le sable est parti partout autour, sauf sur ce morceau-là. Ça, c'était les éoliennes, c'était aussi pour parler de l'instantané de la mémoire. En fait, les éoliennes, on les voit bouger, elles tournent. On sent qu'il y a le vent qui les fait tourner, mais même quand il n'y a pas de vent, elles racontent le fait qu'il peut y avoir du vent. Et donc voilà, les arbres, les plantes, et les arbres en particulier, portent en eux cette maîtrise du temps et cette mémoire du temps. Et donc, je cherchais pour illustrer ça une petite phrase. Je vais vous lire des fois des petites phrases. Hein. Je vous le dis. Et puis à la fin, je mettrai, donc dans 4h50, je mettrai toutes les petites phrases que je vous ai lues, si vous voulez lire les livres où sont tirées les phrases. Je cherchais une phrase j'avais envie de dire, vous parlez de Francis Allais, que vous connaissez peut-être, qui est un grand botaniste qui a travaillé sur le radeau des cimes, et de Pierre Liotagui, qui est un ethnobotaniste qui travaille, lui, plus sur l'histoire des relations entre les hommes et les plantes. Et puis, coup de bol, j'ai trouvé un texte de Francis Allais qui cite Pierre Liotagui. Donc, comme ça, j'ai les deux. Alors, c'est dans l'éloge de la plante. Elles se contentent d'être là, dans leur absolue immanence,
unies dans leur détermination de vivre, dans leur résolution d'être elles-mêmes. La plante, dit Lyotagi, ne traverse pas l'espace comme l'oiseau ou le léopard, elle n'est pas montagne en marche comme l'éléphant. Elle vient à l'homme. Elle est simplement là, témoin, suggestion, proposition, offre, patiente. Elles sont incapables de s'enfuir, vulnérables et immobiles, ou plutôt ne disposent à mes yeux maladroits que de la mobilité que leur confère le vent, insensibles, ou plutôt n'ayant que la sensibilité qu'en tant qu'animal je leur prête. Voilà. Les plantes ne se déplacent pas comme nous. Les plantes sont autotrophes. Nous sommes hétérotrophes, c'est-à-dire que les plantes fabriquent leur nourriture sans bouger. On est totalement incapable de ça. Nous, on se déplace, on va courir après les biches, les bouchers. Et pour nous reproduire, on va courir aussi. Et les plantes, elles, utilisent la zoochorie, c'est-à-dire les stratagèmes pour que les insectes aillent trimballer leurs graines ou leur pollen. Les gourmands aussi, les gens qui vont manger les abricots, qui vont manger les fruits. Les plantes s'en servent. Ou bien l'anémochorie. Et donc l'anémochorie, c'est le fait de faire déplacer ses graines par le vent, parce qu'on ne peut pas bouger, donc il faut bien envoyer ses enfants plus loin. Alors, en ce propos-là, j'ai trouvé un jour dans mon jardin un petit film qui explique bien le déplacement des plantes entre la zoochorie et l'anémochorie. Ça marche. C'est un peu saccadé, mais... Nous voilà donc au prieuré de Salagon cette année, qui demandent un musée qui raconte l'histoire de la relation entre l'homme et les plantes. J'ai proposé au musée de Salagon d'aller passer 5 jours de résidence sur le domaine, de choisir 5 arbres et de travailler pendant 5 jours avec un arbre différent. J'ai travaillé avec un saule, un pommier, un figuier, un chêne et un eucalyptus. Ça fait 5, je crois. Ouais. Je ne vais pas tout vous montrer. Chaque matin, je suis resté à côté de l'arbre, j'ai essayé de réfléchir à la manière dont j'allais fabriquer un système pour dessiner avec le vent et avec l'arbre. J'ai construit le système avant 11h30, heure à laquelle en général les premiers vents thermiques arrivent, donc il fallait que je sois prêt. Ensuite, j'ai laissé le dessin se faire le temps que je déjeune. Et une fois que j'avais fini de déjeuner, je démontais et j'écrivais un texte à partir des notes que j'avais prises pendant la journée. Je vais vous dire le saule, le pommier et le chêne. Voilà. Le saule, je l'ai appelé pique-nique ad hoc. Pique-nique ad hoc parce que je l'ai fait à un endroit où il y avait des tables de pique-nique. Ah oui, à chaque fois j'ai fait un dessin aussi, je ne vous l'ai pas dit. Je faisais un dessin, un croquis de l'installation. Parce que c'est bien de faire dessiner les arbres et le vent, mais c'est un peu frustrant quand on aime dessiner. Donc il fallait aussi que j'y trouve mon compte, quand même. Voilà, les tables de pique-nique. En fait, ce qui était drôle, je l'ai appelé pique-nique ad hoc parce que, en fait, j'avais prévu des tas de choses pour faire le support, puisqu'il faut bien que la branche, elle arrive et qu'elle touche. Et pour ça, j'avais récupéré des bambous, des tasseaux, des serre-joints, des tas de choses pour me préparer, pour pouvoir mettre la table au bon niveau. Et j'ai commencé à le faire, emporté, parce que j'avais prévu de faire ça, oui, comme dans un projet. J'avais une prévision de faire avec mes systèmes de bambou, tout ça, j'y tenais quand même, parce que j'avais prévu ça. Et sauf que je me suis rendu compte qu'en tirant la table de pique-nique, ça était pile à la bonne hauteur. Donc, je l'ai appelé pique-nique ad hoc. Et je me suis dit, décidément, à chaque fois, les prévisions nous font oublier d'être présents au moment où on est là, simplement. Non, comment j'ai écrit ça ? Je l'ai mieux écrit que je l'ai dit, là. Les prévisions nous font oublier d'être attentifs au présent. Voilà, c'est ça. C'est mieux, c'est plus simple quand même.
Et en partant, les voisins nous ont annoncé du Mistral pour le lendemain. Donc ils étaient dans la météo, c'était pas mal. Après, je donne la liste de ce que j'ai pique-niqué. C'est moins intéressant, mais vous pourrez le lire. Il y avait une salade de pâtes, des olives, des tomates, du fromage, du sésame, du saucisson tressaillé, du fromage de chèvre, du pain, des pommes molles mais bonnes, un café et du chocolat. Voilà, donc je vous montre le dessin. Cette Bénédicte Mourgue est venue faire un film qui est sur Internet de ce travail. Ça, c'était le dessin que j'ai fait du saule. Et ça, c'est le dessin du saule pendant le pique-nique. Ensuite, c'est le pommier qui s'appelle D'un pépin de parents inconnus. Alors, donc, le pommier, c'est Malus sylvestris. C'était le 10 mai 2013 à 11h, il était de 11h à 14h. Un Mistral, ils avaient raison, les gens de la veille, avec des rafales à 30 km/h. C'est de l'angle de Chine sur toile. Donc là, j'ai bien regardé, il n'y avait pas de table de pique-nique. Donc j'ai pu utiliser, enfin, mes bambous pour faire une table au pommier. Au début, c'était très très bien, parce qu'il y avait des mouvements très très lents, et il y avait une feuille qui avait pile la lancéole qui arrivait sur la toile, et donc ça permettait avec un goutte à goutte de faire comme une écriture. C'était très très beau, vraiment ça marchait très bien. Et puis il y a eu beaucoup de vent et tout s'est effacé sous l'angle de Chine. Donc là je me suis dit il faudrait que je trouve une solution pour réussir à avoir différentes transparences, ce qui m'a amené à d'autres dessins comme le figuier que je vous garde pour plus tard, et l'eucalyptus avec de l'encre bleue de l'isatis, là, de la plante tinctoriale, de bleu de pastel. Et avec le chêne. Avec le chêne, on fait une encre. Donc le dessin du chêne s'appelle Ogalotanate, puisque l'encre galotanique, c'est une encre qui a plus de 2000 ans, qui est une encre qu'on fait avec la gale du chêne. Alors, petite histoire. Aux premières lueurs du printemps, sur un chêne, une guêpe, Cynips quercus, c'est la guêpe. Elle pique une feuille pour y pondre son œuf et un message secret. Donc, en même temps qu'elle pond sa larve, elle envoie une toxine qui change le message génétique de la cellule du chêne et qui lui dit « S'il te plaît, tu construis pour mon œuf une petite boule bien chaude avec du sucre dedans, comme ça, quand elle va grandir, elle pourra manger le sucre et elle sortira. Merci. » Et la cellule du chêne s'exécute. Et c'est comme ça qu'on voit des petites boules sur les feuilles de chêne. Les Égyptiens, ils prennent les boules, ils sont très intelligents, les Égyptiens, ils les broient, ils font cuire ça pendant plusieurs bouillies, on le met en barrique comme du vin pendant plusieurs mois, on envoie du fer dedans, c'est magique, ça fait de l'encre noire qui dure 2500 ans. J'étais à Salagon, il y avait tout ça. Je me l'étais même pas dit au début, j'avais prévu mon encre de Chine, tout ça, mais j'avais pas prévu ça. Et donc, avec la brouette pour les arbres fruitiers, elle arrivait pile comme il fallait. Enfin, non, c'est pas vrai. Je dis les choses à l'envers. Je suis parti avec la brouette des arbres fruitiers pour trouver une branche de chêne qui arriverait à la bonne hauteur. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le chêne, en fait, qui a fait... Ça, c'est le dessin que j'ai fait du chêne avec l'encre galotanique. Et ça, c'est le dessin du chêne où il y a eu deux phases, comme vous pouvez le voir, une phase sèche et une phase plus orageuse. Voilà. Hop, on change. On reviendra pour le vent tout à l'heure avec le figuier. Mais super. Je voulais vous raconter, parler du nid d'Edesmafa parce que c'est un jardin que j'aime bien, parce que d'abord c'était la naissance d'une grande amitié avec Éric Barbier, à qui j'ai une pensée très spéciale ce soir d'ailleurs, et à Salia aussi, je profite. Et j'ai rencontré Éric Barbier, il avait une pièce, c'est un plasticien, qui avait une pièce qu'il appelait les DS-MAPA, qui était c'est des gants MAPA qui nous le poussent à l'intérieur et il les gonfle à l'eau, il les noue par deux et il fait comme ça une grosse sculpture qui ressemble un peu à de la jelly anglaise, comme il y a la tension du caoutchouc des gants MAPA.
si vous pouvez vous amuser à mettre un gamba sous un robinet un jour, à bien serrer, allumer le robinet très fort. Bon, après, faites-le plutôt l'été, hein, quand il fait chaud. Mais, et essayez de le laisser le gonfler au maximum. Vous allez voir, quand ça s'arrête, c'est assez intéressant. Et donc, Éric Barbier, en dehors de ses grandes qualités on va dire de regard amoureux qu'il est capable d'avoir sur les choses, connaît extrêmement bien la nature et les insectes et les oiseaux. Et j'avais dit, il faudrait absolument qu'on fasse un jardin, Éric, un jour ensemble. Et puis, parallèlement, un ami me dit, est-ce que tu fais Chaumont cette année? Donc Chaumont, c'est le festival des jardins. Et donc j'y vais de mon discours de jeune paysagiste frais moulu de l'école, du paysage, basiquement anti-Chaumont. Qu'est-ce que c'est que ce festival de faux jardins, de jardins déco, avec 12 000 euros, faire un jardin qui dure 6 mois, c'est scandaleux. On peut faire un jardin qui dure plusieurs années. Et puis, qu'est-ce que ça a comme sens de donner juste une vision esthétique du jardin? Et il me dit, et c'est là qu'il me dit, ah oui, pourtant cette année le thème c'est l'érotisme. Ah. Et là, j'ai cette image-là qui est née dans ma tête d'une déesse Mappa au milieu d'un bassin qui pourrait vibrer avec une ponceuse vibrante où on mettrait un minuteur et qui toutes les 10 minutes ferait une vibration comme ça et des plantes généreuses autour. Et je me dis mais ouais, ça peut être vraiment bien. Tiens, on n'a pas passé les présélections, c'est pas grave, on fait un dossier, on l'envoie, on écrit un texte que j'ai pas, mais je savais pas s'il y aurait des enfants ou pas, donc j'ai préféré pas le prendre. Et donc on a fait ce jardin. Et je dis que c'était un jardin politique parce que c'était la première fois qu'on s'est rendu compte de l'importance de la portée politique d'un jardin. C'est-à-dire que nous, on est arrivé là-bas, on avait fait un plan, parce qu'on fait un plan quand on fait un jardin au début. On est arrivé, il y avait une parcelle, on nous a proposé une parcelle où il y avait déjà un bassin. Donc notre plan était plus tellement valable. Mais c'était pas grave, il y avait déjà un bassin, il était bien mieux que tous les autres. Et puis, à Chaumont, pour y avoir déjà travaillé, je savais que les plantes, elles étaient sous perfusion, quoi, parce que les jardins, ils sont faits en mars et avril, mai-juin, l'inauguration. Donc, ils sont, vous voyez, comme les tomates ou le basilic, quand vous achetez du basilic l'été, vous voyez, et il est super beau, et vous le mettez en terre, et parce que vous ne mettez pas la perfusion. Alors que Chaumont, c'était quand même, les plantes, elles étaient super boostées comme ça. Donc, hériter d'un jardin déjà existant, ça nous permettait de dire, ben, finalement, on va très peu planter, mais pour une fois, on va rien arracher, on va garder les plantes en place, et on est sûr qu'on va avoir une générosité érotique l'année d'après. Mais ça n'a pas été simple du tout avec les gens de Chaumont, qui voulaient qu'on reprenne le plan qu'on avait fait, enfin qu'on fasse ce qu'on avait prévu, quoi, quand même. Mais nous, ça ne nous intéressait pas du tout de faire ce qu'on avait prévu. Et puis de mettre des allées avec des bordures en bois. Mais non, c'est pas grave, on va faire des chemins en paille. Nous, on avait de la paille, il y avait des bottes de paille. Il y avait toute une décharge, d'ailleurs, qui a donné lieu à un festival après. Sous l'impulsion de Michel Pénat, il y avait toute une grande décharge, tous les jardins qui avaient été faits pendant plusieurs années. Tout était mis en stock, les objets qui n'étaient pas achetés, mais qui pouvaient toujours resservir. Et une année, le thématique du festival, c'était de tout recycler. Et donc ça ne s'est pas très bien passé, mais en même temps, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il a été très photographié, ce jardin. Et surtout, il ne s'est pas passé une seule fois sans qu'on aille faire de la maintenance, et sur le week-end où on faisait de la maintenance, on surprenne un couple caché dans notre jardin. C'était donc bien qu'il était réussi. Et j'en profite pour vous glisser qu'il y a un livre de Umberto Pasti, un Italien qui a écrit un livre très savoureux sur les jardins, qui s'appelle « Les jardins, les vrais et les autres », et qui explique que dans les jardins, il faut pouvoir lire, faire la sieste et faire l'amour. Voilà. Je trouve que c'est une bonne définition du jardin. Voilà. Alors, je vous montre quelques images de la fabrication.
Et puis, ah non, c'est pas celle-ci. Il y a on a même eu des grenouilles qui sont allées sur le... Alors, ça c'est un projet très récent, la placette du transformateur, qui est à Fort-Calquier où j'habite en fait. J'habite pas à Manosque, j'habite à Fort-Calquier. Mais, enfin bon, normalement il faut pas... C'est vrai que c'est pas forcément bien de faire des projets là où on habite, j'en ai fait l'expérience, mais celui-là, c'est plutôt bien passé. On est dans le périmètre d'un site classé, sur une placette, si je vais comme ça, on voit ou pas? Ah oui, voilà. Où en fait, avant à cet endroit-là, ah ben non, mais je crois que j'ai une image qui le montre. Voilà. Vous voyez, où il y a le petit éclair, il y avait un transformateur. Ce qui fait que cette petite place, elle était complètement close et utilisée de façon semi-privée par les habitants. Puis, tout d'un coup, on enlève le transformateur, et donc, cet espace s'ouvre sur une partie de la ville, les remparts, le boulevard des Martyrs, et ça, c'est une entrée de la ville de Fort-Calquier, donc il y a une vision de la vieille ville tout d'un coup qui s'ouvre, et la volonté de la mairie de créer un appel pour que les gens accèdent aussi à la vieille ville par cette partie-là, et aussi de créer un lieu pour les habitants de la vieille ville et les habitants de la place aussi. Donc je commence par aller voir par aller voir les gens et par aller voir la place, voir comment elle est utilisée. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre que, vous le verrez sur les photos après, c'est vraiment comme une pièce commune, cette placette, avec les barbecues, les bancs, les boules, quoi, les 3 B, banc, barbecue, boule, la base. Et je regarde comment se trimballe le soleil. Je regarde les pentes, c'est vraiment un gros casse-tête. Une pente comme ça, une pente comme ça, une pente comme ça, enfin dépendant de tous les sens. Et en dessous, 2 niveaux de voûte. Donc on ne peut pas planter et il ne faut pas mettre beaucoup de poids. Voilà. Donc je propose, vu qu'il y a un désir d'avoir des plantations pour avoir de l'ombre, et je propose de dessiner en fait un objet qui viendrait comme une équerre se poser en L, vous voyez, ici, et rétablir en fait une horizontale, faire venir en fait la place jusqu'au bout, avec toujours un petit passage en calade qui était existant ici. Donc je la dessine, cette réglette avec un support de treille. Je propose d'y insérer des isolateurs du transformateur EDF. Et que, en fait, avec cette structure en métal, on règle tout. C'est-à-dire qu'on soit sur un système qui soit entièrement autoporté, qui permette de régler le niveau de la place, qui permette d'être support de la terre, que le poids de la terre fasse que le système soit stable, et qui permette le maintien d'une treille et de bancs accrochés aux structures de la treille. Ça, c'est la placette avant les travaux, après le départ du transformateur. Ça, c'est la vue depuis la ville en bas, sur le trou qui a été créé par l'enlèvement du transformateur. Ça, c'est les essais de nivellement. La pose d'un remblai allégé, beaucoup à base de tuiles concassées pour avoir du poids léger, qu'on a mis avant de poser la structure, sinon après on n'aurait pas pu mettre un camion. Genre de truc, on est content d'y avoir pensé avant. Et puis le piquetage et la pose de la structure. Voilà. Et ensuite, sur le dessus, on a posé des brins d'inox. Ça, c'est la nouvelle vue depuis le bas. La fin du nivellement du sol stabilisé pour faire le terrain de boule. Les bancs qui sont en mélèze posés sur champ, donc sont cloués par le côté. Et voilà, ensuite ça c'est les isolateurs. Je vais vite un peu, hein, vous me dites. Et puis voilà, alors j'ai pas de photo de l'inauguration, mais j'ai une petite histoire.
on a fait un système d'inauguration avec le Alpes de Lumière, le maître d'ouvrage de la mairie de Forcalquier, où on a invité les habitants à boire un café et à planter les plantes, parce qu'il n'y avait pas énormément de plantes grimpantes, et un mélange en fait assez autonome en eau au niveau du parterre des jardinières. Et on a invité les habitants à venir planter les plantes, et ça nous permettait aussi de discuter des plantes et puis de l'espace, de la façon dont on avait travaillé avec les entreprises qui étaient invitées aussi. C'était un bon moment. Et puis un architecte de Forcalquier, un architecte que j'aime bien, qui est un bon architecte, tournait, virait. Je sentais bien qu'il avait une question à me poser, mais il n'osait pas. Puis il a fini par venir me voir et il m'a dit « Qu'est-ce que tu planterais comme plante grimpante à l'ombre ?» Voilà. Et j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, il ne peut pas me poser une autre question. En fait, je me suis rendu compte à quel point il ne pouvait pas me considérer autrement que la manière qu'il arrangeait, en fait. C'est-à-dire un paysagiste, c'est quelqu'un qui met des plantes, c'est tout, quoi. Mais que ce soit quelqu'un qui puisse penser un espace, c'est déjà plus compliqué. Ouais. J'ai bien compris que ce n'était pas la case dans laquelle il me voyait. Enfin, c'était pas la case dans laquelle ça l'arrangeait de me voir. Donc, c'était pas la case dans laquelle il pouvait me voir. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et à ce propos, je vais vous lire un petit aphorisme de Nietzsche, qui est tiré du Gai Savoir, qui est un aphorisme que j'ai entendu à l'émission de François Chalin sur France Culture, que je trouve magnifique. Ça s'appelle « Architecture pour ceux qui cherchent la connaissance ». Il faudra reconnaître un jour, et bientôt peut-être, ce qui manque à nos grandes villes. Des endroits silencieux, spacieux et vastes pour la méditation, des endroits avec de hautes et longues galeries pour le mauvais temps et le temps trop ensoleillé, où le bruit des voitures et les cris des marchands ne pénétreraient pas, où une subtile contenance interdirait, même aux prêtres, la prière à haute voix, des constructions et des promenades qui exprimeraient, par leur ensemble, ce que la méditation de l'éloignement et du monde ont de sublime. Le temps est passé où l'Église possédait le monopole de la réflexion, où la vita contemplativa devait toujours être avant tout vita religiosa. Et tout ce que l'Église a construit exprime cette pensée. Je ne sais pas comment nous pourrions nous contenter de ces monuments, même s'ils étaient dégagés de leur destination ecclésiastique. Les monuments de l'Église parlent un langage beaucoup trop pathétique et trop étroit. Ils sont trop les maisons de Dieu et les lieux d'apparat et des relations supraterrestres pour que nous autres, impies, nous puissions y méditer nos pensées. Nous voulons nous traduire en nous-mêmes, nous voulons nous traduire nous-mêmes en pierre et en plantes. Nous voulons nous promener en nous-mêmes lorsque nous circulons dans ces galeries et ces jardins. Voilà. La transition, elle est un peu... il y a un petit côté un peu anticlérical dans le texte de Nietzsche, on ne peut pas lui en vouloir trop quand même. Et c'est l'époque. Mais il se trouve que coup sur coup, j'ai 2 commandes de la part de diocèse. Une pour Notre-Dame de la Garde, avec un projet très intéressant au sommet de la colline, à Marseille. Et puis, voilà, par le biais de connexions divines, l'hôtellerie de la Sainte-Baume à côté du plan d'Ops. La Sainte-Baume, on en est encore uniquement à l'état de projet, mais ça me semblait vraiment intéressant de venir vous raconter où on en est, par rapport à ce que je disais en introduction. Et puis, parce que quand on parlait de contexte tout à l'heure, j'ai retrouvé un autre texte encore, de mythologie grecque cette fois, d'un livre qui raconte la mythologie grecque, qui s'appelle Le Feuilleton d'Hermès, qui est un livre que je lisais à mes enfants. Et puis, quand j'ai lu le 7e épisode, je me suis dit que c'était vraiment une démarche de projet de paysage. Épisode numéro 7, où Hermès apprend à voir un univers invisible. Résumé de l'épisode précédent. Hermès est devenu l'ami de son frère Apollon. Curieux du monde qu'il découvre, il a décidé d'aller voir les vieilles nourrices des dieux pour apprendre à lire l'avenir.
Hermès avait soif de connaître le monde. Il partit aussitôt en direction du mont Parnasse, emportant avec lui son bâton d'or avec les 2 serpents enlacés. Il marcha en chantant tout le long du chemin. Il traversa des plaines verdoyantes, puis des vergers en fleurs. Les arbres aux fleurs roses ou jaunes se mêlaient aux prairies herbeuses. Le spectacle de la nature le remplissait de bonheur. Hermès arriva bientôt au pied du mont Parnasse. Cette montagne n'était pas aussi haute que celle des dieux, mais elle était sombre. Mais elle était sombre et froide malgré la chaleur du printemps. Plus Hermès grimpait, moins il y avait d'herbes et de fleurs. Bientôt, il n'y eut plus que des cailloux. Au détour du chemin, un petit ruisseau apparut, une vieille femme accroupie. Il avait de grands linges blancs qui servaient à emmailloter les bébés. Ses cheveux gris étaient noués en un chignon serré. Elle avait un beau visage, encore lisse malgré son âge. Mais ses yeux ne souriaient pas. « Que viens-tu faire ici ?» lui dit-elle rudement. « Je viens de la part du grand Apollon, qui vous aime si fort, ô nourrice, répondit Hermès. Je voudrais apprendre à prédire l'avenir. » La nourrice le fixa durement. « Pourquoi veux-tu savoir ce qui va exister ? Sais-tu déjà voir ce qui existe autour de toi ?» Le jeune dieu hésita, puis répondit « Non, apprends-moi. » La vieille femme, au visage sévère, fit signe à Hermès de s'approcher. « Penche-toi sur ce ruisseau, raconte-moi ce que tu vois, » lui dit-elle. Hermès regarda l'eau qui coulait et répondit « Bonne nourrice, je ne vois rien que de l'eau qui court sur des cailloux. Quand tu repartiras d'ici, tu y verras 1000 trésors cachés, dit-elle. Elle prit le baluchon du garçon et le conduisit dans la grotte où elle dormait. Hermès resta 7 jours et 7 nuits avec la première nourrice, qui s'appelait Antalya. Elle lui apprit à ouvrir les yeux sur le monde. Elle lui apprit à observer la vie sous un brin d'herbe, à sentir le parfum des fleurs, à reconnaître le goût du miel et celui du sel, à aimer les caresses du soleil et du vent, à écouter la voix de la terre, à entendre le murmure des étoiles. Au bout du 7e jour, Antalya retourna au bord du ruisseau avec Hermès et lui demanda « Penche-toi sur cette eau qui coule et dis-moi ce que tu vois. » Hermès s'accroupit au-dessus du ruisseau et voici ce qu'il dit. « Je vois la courbe dansante et gracieuse de l'eau qui court. Je vois les éclats d'or du soleil qui se reflètent à la surface. Je vois le petit poisson argenté blotti sous cette pierre. Je vois l'algue verte qui ondule au courant. Je vois l'insecte qui glisse en patinant. Je vois les traces des pas des animaux venus boire. Je sens l'odeur fraîche de la mousse et celle des jacinthes. J'entends la musique des gouttelettes qui frappent le rocher. J'entends les libellules qui frôlent l'air de leurs ailes vibrantes. J'entends le chant des petites grenouilles tapies derrière les brins d'herbe. » Hermès s'arrêta un instant. Il plongea les doigts dans le courant et porta une gorgée à ses lèvres. Et je retrouve le bon goût de la terre et du soleil dans la pureté de cette eau. Hermès avait trouvé la clé d'un univers invisible. Seul celui qui sait attendre et regarder peut y entrer. Antalya sourit enfin et dit « Hermès, tu sais voir ce qui existe autour de toi. Maintenant, tu peux poursuivre ton chemin. Va voir ma sœur plus haut sur la montagne. Elle pourra peut-être t'aider. » Le jeune dieu remercia chaleureusement la vieille nourrice pour tout ce qu'elle lui avait appris. Il reprit son bâton d'or et repartit, impatient de découvrir les autres mystères du monde. Voilà. Alors, à la Sainte-Baume, pas de rivière, mais une montagne très particulière, avec un versant calcaire exposé au sud, très sec, une forêt relique au nord. Une forêt relique, c'est une forêt qui ne devrait pas exister, parce que toutes les forêts de hêtres de la basse Provence ont été exploitées pour faire des bateaux. Sauf que celle-ci, il y avait la grotte de Marie-Madeleine, donc touche pas à ma forêt de hêtres. L'hôtellerie de la Sainte-Baume, elle est au pied de cette forêt, voilà, qui est en bas là. Oui. Donc là on est en haut, on regarde, donc il y a la forêt, tout le versant nord. En face, un relief calcaire, karstique on dit, c'est des reliefs de calcaire, c'est quasiment que de la roche affleurante, quasiment pas de sol, très sec, très pauvre. En même temps très pauvre, mais en même temps très riche, parce qu'une flore sur les reliefs calcaires très très diverses. Beaucoup d'orchidées, d'asphodèles. Une poche d'argile juste au pied de l'hôtellerie, donc des terrains agricoles. Frais. Des parkings sur la zone calcaire, tout râpé.
C'est un peu pour ça qu'on nous appelle. Des gros problèmes d'érosion avec tous les parkings. Comme très souvent, on est dans les problématiques comme les problématiques de grands sites, il y a de la fréquentation qui détruit les milieux que viennent voir les gens. Donc, une route qui traverse trop vite. Un hameau avec des parties privées, des parties publiques. On rentre à l'intérieur, vous voyez, les systèmes de parking très érodés, en même temps la roche très très proche, des plantes qui se sont débrouillées toutes seules et qui se sont ressemées. L'idée assez rapide que ce lieu en fait est peut-être considéré comme un jardin, simplement que ses limites ne sont pas tenues, ne sont pas tendues, ne sont pas dessinées, ne sont pas formalisées, et que donc tout est un peu flou, sauf les cailloux que dispose l'ONF pour protéger les arbres. Et en même temps, quand on va un peu plus loin dans le karst, on se rend compte qu'il y a des amas de roches, et que ces amas de roches sont des milieux très riches, qui abritent des mousses, des lichens, des insectes, des criquets, toute une série de flores, des micro-reliefs qui créent des zones d'ombrage, d'humidité, de fraîcheur. Qui a là, quand même, sur ces milieux qui sont apparemment très pauvres, des habitats. Et puis, au contraire, avec la zone argileuse, des zones très très fraîches, très, très humides. Et donc on part sur cette idée ça c'est la forêt primaire, des mares temporaires. On part sur cette idée, esquissée là très rapidement, de tramer le site avec une série de limites tendues qui vont contraster à chaque fois très fortement avec les milieux qu'elle délimite et qu'on va essayer de les rendre vivantes, ces limites. Plutôt que de faire une clôture en grillage, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une double clôture, moins haute, mais qui va conserver en son centre une partie de végétation qu'on ne va pas toucher. Donc on va laisser le milieu exister et se développer entre ces clôtures. Que parfois, si cette clôture rencontre un arbre, elle va pouvoir faire une politesse à cet arbre et le conserver au milieu de sa clôture. Voilà. Ça c'est pas du tout à la Sainte-Baume, c'est un exemple qui a été mené par un plasticien qui s'appelle Thillot, Franck Ferté, en Seine-et-Marne. De la même manière, pour délimiter des espaces, on va pouvoir, plutôt que de poser simplement des enrochements qui, en dehors de la zone de contact avec le sol, ne créent pas de milieu d'habitat pour des insectes ou des plantes, en créant des tas avec différentes granulométries, avec des largeurs assez importantes, on va pouvoir, à la manière des tas, j'avais une image de référence, mais je ne l'ai pas mise là, de Richard Long, vous voyez, le land artiste qui fait des grandes lignes de pierre, on va pouvoir peut-être créer des limites qui font que les voitures ne vont pas aller stationner là où on ne veut pas qu'elles aillent stationner, mais qu'en même temps, on va rester dans le vocabulaire des enrochements qu'on a pu voir avant sur le karst, et en même temps créer des milieux, et puis ces tas peuvent peut-être par moment devenir plus imposants et devenir des œuvres d'art, comme le mur du haut, qui est l'option finalement retenue d'un tas de pierres qui fait donc 2 mètres, qui finit par s'élever, qui finit par commencer par se construire, et qui finit par même être légèrement en porte-à-faux, à l'approche de la route en fait, de façon à marquer le signal de l'entrée dans l'enclos de la Sainte-Baume. Et ça, c'est l'image actuelle de l'avancement de l'esquisse, où en fait on a le système de tram, de murs et de bandes qui vient de part et d'autre en fait, de la route, délimiter les espaces. Voilà. Et pour finir, presque, une étude qui s'est terminée en 2012, que j'ai faite au sein d'une équipe que j'orchestrais modestement,
avec une autre paysagiste, Marie-Pierre Grégoire, un groupement d'architectes urbanistes, Guillaume Perdereau et Florence Kahn, et Vincent Baggioni, un sociologue. C'est une étude d'opération grand site qu'on a appelée l'archipel des ocres, parce que c'est une étude pour les ocres du bassin d'Apt. Voilà. Roussillon, Gargas, Rustrel, enfin, on va voir les communes. Donc faire avec, quand il s'agit de jardin, d'apprendre ce qu'il y a sur place, de dessiner avec le vent, tout ça enfin, paraît simple, c'est pas le mot. Mais... Enfin, quand on s'attache à un territoire de 11 communes, c'était plus, on va dire, plus en tension. Il y a des personnes qui ont théorisé sur cette manière de faire avec le territoire, de reterritorialiser. Et c'est par exemple un Italien qui s'appelle Alberto Magnani qui a écrit un livre qui s'appelle Le projet local, qui a écrit toute une théorie sur cette manière de reconsidérer les projets de territoire en s'attachant à surtout ne pas considérer que les territoires sont des pages blanches, mais qu'ils ont des ressources locales et que c'est sur ces ressources locales que les projets doivent s'appuyer. On a eu envie de suivre cette théorie pour voir comment on pouvait l'appliquer sur un territoire avec mes collègues. Et donc, ça suppose de déterminer ce que Magnani appelle la détermination d'une entité de longue durée, une identité de longue durée. Et dans le cadre du site qui nous intéresse, ce qui était pour nous évident comme une identité de longue durée, c'était sa géologie. C'est la géologie de l'Ocre qui a fabriqué toutes les activités qui tournent autour de ce territoire. Donc on s'est dit que pour réussir à fédérer 11 communes autour d'un projet commun, il fallait repartir sur les basiques à l'échelle des 11 communes, mais que pour autant il fallait tout de même bien comprendre qu'est-ce qui qualifiait chaque commune, qu'est-ce qu'était l'identité de chaque commune. Et donc plutôt que de faire une étude classique qui dit on est le grand territoire et puis on zoome, on est parti des individualités. On est parti de l'individualisme, on est parti de chaque commune, de chaque site même d'Ocre, pour lequel qu'on a décortiqué, et puis au fur et à mesure de l'étude, on a pris du recul. Pour que quand on arrive à la phase stratégie, une fois qu'on a fait un état des lieux et qu'on fait des propositions stratégiques, on puisse refaire le chemin en sens inverse pour retrouver quels allaient être les projets sur chaque site. Donc quand on dit chaque site, c'est les sites touristiques. Ça, c'est la trame, en fait, c'est la trace géologique de l'Ocre dans le bassin d'Apt. L'échelle en bas, ça fait 5 km, donc ça fait une trentaine à peu près de kilomètres. Tout l'Ocre n'est pas émergent. Une grosse partie de l'Ocre est masquée sous des pins. Et il y a des zones, donc là, ça c'est par exemple à Roussillon, où il y a un projet qui a été réalisé de découverte en fait, des anciennes carrières d'ocre. Ça c'est Roussillon aussi. Les mines de Bruoux, c'est un autre site où les carrières sont en fait souterraines, sans besoin d'avoir des étais, parce que l'ocre est tellement dense qu'il n'y a pas besoin d'étayer. Et en fait c'est haut comme ça parce qu'on commence par le haut et on descend au fur et à mesure. En fait, elles ont commencé par être taillées sur la partie supérieure. Rustrel, qui est toujours très ludique, et Gargas, où il y a toujours la seule usine d'exploitation d'ocre en fait de France. L'eau très présente aussi. La géologie et l'eau, c'est vraiment ce qui nous a guidés jusqu'au bout. Là, c'est un front de taille à Gargas, dans la carrière. Ça, c'est les 5 îlots. On a mis au point 3 échelles, l'échelle des lieux, l'échelle des îlots, puis l'échelle de l'archipel, l'échelle de son ensemble. Sur les sites, à chaque fois, on a étudié la fréquentation, on a étudié
la façon dont chaque site fonctionnait, où les gens allaient se stationner, enfin des choses assez barbantes en fait, hein, mais qu'il faut tout de même voilà, vraiment bien décortiquer pour comprendre comment les sites fonctionnent et quelles étaient leurs morphologies. Donc là c'était Rustrel, là c'est une zone, un îlot de la Bruyère qui est plus isolé. Et enfin ça c'est l'usine de la SOF à Gargas avec les mines qui sont visitables. Donc, je passe vite parce qu'à chaque fois on a voilà, déterminé tout le système de fonctionnement, les points forts, les points faibles, et puis ensuite l'échelle de l'archipel où en fait on a compris les structures assez génériques du paysage avec les émergences d'ocre qui sont recouvertes de pins maritimes et l'agriculture sur le sol calcaire. Donc avec ce fort contraste qu'on a à la fois de la garrigue et du maquis, qui prend cette rame d'ocre, elle prend place dans un massif en fait assez générique de Provence, c'est-à-dire avec le Rhône au premier plan et la Durance au fond. Sauf que ces îlots ils créent des perturbations qui rendent difficile la lisibilité. On a ensuite une carte qui a été déterminante, qui a montré en fait la corrélation qu'il y avait entre tout le réseau hydraulique et l'ocre. Et c'est sur cette base du réseau hydraulique et de l'ocre qu'on a ensuite construit toute la stratégie du grand site des ocres. Avec d'abord à partir de tous les bassins versants des ruisseaux, des rivières, la détermination du périmètre du grand site, la disposition d'une circulation douce le long du Calavon, en appui sur une voie à vélo qui est existante, tout un circuit en fait de découverte du site à vélo qui prend appui en fait sur les jonctions avec toutes les rivières qui maillent ce territoire. Et c'est là qu'on a fait une découverte vraiment intéressante, ça c'est la navette, je vais passer vite, sur ce qu'on appelait les espaces publics d'accueil ruraux. C'est des espaces publics qui sont souvent en jonction des voies et des rivières. Et on s'est rendu compte que en faisant du terrain, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on avait une rivière qui croisait une route, il y avait les prémices d'un espace public ou bien les restes d'un espace public. Donc on a reconstruit tout le maillage de petits espaces publics sur ce territoire à partir de cette intuition de la rencontre de l'eau. Et ça c'est des exemples, voilà, par exemple de lieux qui existent à proximité de rivières. Et quand ensuite on a poussé ce qu'ils appellent les fiches de projet au niveau de chaque site, on a travaillé sur tous les sites, principalement sur Rustrel, qui était le site qui avait besoin d'un gros rééquilibrage. Donc ça, c'est la réhabilitation d'un sentier à Rustrel. Ça, c'est des fiches de projet pour réaménager des zones de stationnement où on prend appui sur toutes les nuances d'ocre pour donner un vocabulaire de couleurs et de pixels, d'éléments d'image qui viennent sur les sites, tout ce qui va être signalétique ou bien orientation. Ça, c'est la reprise d'un chemin en fait qui doit être qui est réhabilité sur le site de Rustrel. Et ça, c'était pour vous montrer en fait la façon dont on a proposé de réutiliser les matériaux de l'ocre. Là, en l'occurrence, les tubes de fonte qui servaient à cheminer l'eau, qui servaient à l'exploitation de l'ocre, pour fabriquer des éléments de signalétique. Voilà. Et donc, pour finir, le figuier, pour vous dire que le jour où j'avais mis en place le figuier, il n'y avait pas de vent du tout. Il n'y avait pas de vent. Donc, il était plein de branches mortes, le figuier. J'avais demandé au jardinier s'il pouvait enlever les branches mortes pour que les branches aient plus d'amplitude, parce que ça se coinçait. Tout ça. Mais ils n'avaient pas eu le temps avec les pluies du mois de mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a beaucoup de pluie, ils n'avaient pas eu le temps. Et donc j'avais préparé, toutes mes encres avec de l'huile de lin et du pigment. Parce que le figuier était plutôt horizontal. Les branches arrivent plutôt comme ça.
ou plutôt dressé vers le haut, et je ne peux pas compter sur la gravité pour faire couler l'encre. Donc j'avais utilisé de l'huile de lin qui pègue pour avoir mon encre collée dessus. Et je dis au jardinier, en fait, donc j'avais pas de vent. Je dis, mais je peux le tailler, moi, le figuier, en fait. Ça vous avance? Elle m'a dit, oui, ça me fait gagner du temps si tu le tailles. Donc, j'ai tout laissé en place. J'ai pris ma scie égoïne, je suis allé dans le figuier, je l'ai taillé, et j'ai fait un tas. Après le tas, je l'ai mis dans une brouette et je l'ai mis dans l'exposition. Et en fait, les dessins du vent du figuier, c'est pas les dessins du vent du figuier, c'est les dessins de moi dans l'arbre en train de le tailler. Donc voilà, tout ça pour vous dire que même quand il n'y a pas de vent, finalement, on peut faire avec aussi. Donc c'était, comme je l'ai écrit, une joyeuse manière de parer à l'imprévu de mon projet. Je crois que c'était ça le plus important pour moi, de vous montrer que en fait, faire avec, c'est fabriquer des grands espaces de liberté. J'ai pris moi beaucoup de plaisir à préparer cette petite intervention. J'espère que vous en avez eu aussi. Je veux conclure en vous souhaitant une belle année avec plein de projets et plein de joyeux imprévus. Et vous lire une dernière petite phrase d'un écrivain que j'adore qui s'appelle Jim Harrison, qui en marge écrit un joli petit paragraphe sur les rivières. Le plus souvent, rien de particulier ne me tracasse, du moins rien qui ne soit aussitôt rectifiable. Rien d'autre que le besoin de faire un pas de côté, loin de ma vie pendant 1 ou 2 jours et de marcher en pays inconnu. Peu après l'aube, équipé d'une carte de la région, je me promène dans les champs et les déserts, les canyons, les bois, mais de préférence près d'un torrent ou d'une rivière, car depuis l'enfance j'aime leur bruit. L'eau vive est à jamais au temps présent, un état que nous évitons assez douloureusement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation. Et merci à David Giancatarina qui était venu donner une conférence, qui est photographe à Marseille et qui m'avait conseillé, un jour il m'a dit ça serait bien de faire venir Rémi. Donc j'ai eu le bonheur de venir au prieuré de Salagon et de voir cette remarquable, vraiment très intéressante exposition. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas vu l'exposition elle-même, parce que c'était à l'intérieur d'un prieuré, donc un magnifique édifice roman. Et dans la pénombre, et simplement là, les œuvres étaient éclairées, donc les dessins et les textes. Et c'était vraiment très, très impressionnant, très poétique. Et donc j'ai appris qu'un saule ne dessinait pas comme un pommier à cette occasion. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'était le titre. Eh bien, vous souhaitez peut-être poser des questions. Là, n'hésitez pas. Vous avez un petit temps d'échange avec Rémi Dutoit qui vous est proposé. Bonsoir, monsieur. Merci pour cette magnifique conférence où l'imaginaire est souvent très présent. Je viens de découvrir le concept, enfin un métier qui a l'air d'émerger dans notre paysage des métiers, c'est celui de biomimétisme ou biomiméticien. Alors le biomimétisme, j'imagine que c'est essayer de copier le vivant, et c'est quelque chose qui m'échappe encore un petit peu, et je voulais savoir si vous en aviez, vous, une définition ou une perception, je ne sais pas. Voilà, c'est une histoire d'entrée en... Non, mais c'est vrai que c'est... Je note parce que je vais chercher. Non, je suis désolé. Non, je ne connais pas le biomimétisme. Pardon, le biomimétisme avait été abordé dans une conférence du dernier cycle, mais pas en tant que métier. C'était vraiment la façon dont on s'inspire de la nature pour créer des matériaux. Donc, par exemple, il y a des plantes qui ont des principes d'adhésion qu'on réutilise maintenant, que les designers réutilisent pour créer des produits innovants. Voilà. Mais appliqué au métier de paysagiste, je ne sais pas précisément ce que cela signifie. D'autres questions ?
Merci, vraiment c'était très très intéressant. J'aimerais savoir si le dernier projet sur les ocres de Roussillon sont réalisés ou c'est encore à l'état. Oui, c'est vrai, je suis allé un peu vite sur cette partie-là. Est-ce que si on y va, on verra ce que vous avez fait ou... Alors, j'essaie de faire court. Une opération grand site, en fait, c'est l'État qui dit à des collectivités qui ont des sites classés. Quand on a un site qui est classé, c'est hyper contraignant, on ne peut rien faire. À moins de passer en commission des sites, avoir un avis ministériel, ça peut prendre 1 an à chaque fois qu'on fait un projet. Donc l'État, il dit, on vous finance une étude, mais vous y mettez la main à la pâte, et vous nous montrez que vous êtes capable de gérer ce territoire avec un projet. À partir de là, on vous financera en grosse partie les investissements, pas la gestion. Mais une fois que le projet d'ensemble il est validé, il y a une liste d'actions, une liste de projets qui est contenue dans cette étude, et vous n'avez plus besoin, l'étude passe une bonne fois pour toutes en commission des sites, et ensuite vous n'avez plus besoin de repasser à chaque fois avec la même lourdeur administrative. Donc là, on a rendu en novembre 2012, en novembre 2012, on a rendu le dossier, qui est parti au ministère. Et là, je sais que les premières actions commencent, notamment tout ce qui va concerner les réouvertures végétales, parce que ce qui faisait le classement des ocres, c'est qu'il y avait la visibilité des falaises. Mais les pins maritimes ont été plantés il y a plus de 50 ans maintenant, pour fixer le sable, en fait. C'est assez amusant. Pendant longtemps, on a cru que c'était parce qu'ils avaient besoin d'étais, mais pas du tout. Ils avaient besoin de pins maritimes pour fixer les sables stériles. Parce que quand on extrait l'ocre de la carrière, c'est un mélange de silice et d'argile. Je fais rapide, hein, il y a d'autres choses. Et donc, quand on part décantation, on fait tomber le sable dans des petits canaux qui est retenu, et l'argile trimballe toutes les fines, ça va dans des bassins de rétention. Ça décante, une fois que c'est sec, on fait des briques avec. Mais le sable, on fait des tas. Et avec le Mistral, c'est un peu comme à Serponçon qu'à du Mistral, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'enfer, c'était l'enfer. Donc il a fallu fixer les dunes de silice, et il n'y a pas mieux que le pin maritime pour fixer le sable. Donc on a fait venir du pin maritime de la région de Gironde, et on a mis des pins maritimes partout. Sauf que maintenant, les pins maritimes font 30 mètres, et donc on ne voit plus les falaises d'ocre. Donc un gros programme d'action de l'étude, c'était de réfléchir à la réouverture. Sachant que la question du sens, elle se pose là assez clairement. C'est-à-dire que, aussi bien, on voyait l'ocre parce qu'on a exploité les carrières, donc on a mis des frontailles, ça a créé des signaux dans le paysage, les gens ont commencé à trouver ça beau. Mais il y avait des arbres de vent qui étaient petits, puis qui ont fini par pousser. Ça a été classé parce que c'était beau, on ne le voit plus. Donc quel sens ça a le classement? Et en même temps, quel sens ça a de venir maintenant juste couper des arbres, des forêts, qui sont des milieux, des habitats, juste pour faire joli, pour une raison esthétique. Donc il a fallu qu'on construise un sens à tout ça. Et le sens qu'on a proposé, c'était de travailler sur le territoire à la manière d'un grand jardin, avec des jonctions visuelles à la manière des folies, des jardins du 18-19e, où depuis un point de vue, on en voyait un autre, de façon à créer des ricochets visuels et une possible manière d'inciter à la découverte. Et ces programmes d'action commencent. Voilà. Ensuite, il y a des programmes d'action qui vont être le réaménagement de tout ce qui va être les carrières de Rustrel, le Colorado provençal, qui pose le souci d'être en fait un site qui est extrêmement apprécié parce qu'il n'y a pas d'aménagement. Mais en même temps, comme il n'y a pas d'aménagement, il y a des dégradations de milieux très importantes. Donc il va falloir... cela, c'est un travail de paysagiste vraiment intéressant qui va consister à induire des comportements, à induire des cheminements sans pour autant venir trop altérer ce qui fait le charme de ce milieu. C'est pour ça que nous, on a proposé la transformation avec un élément qui est présent dans le paysage, qui sont tous ces tubes de fonte qui sont présents un peu partout, que là tout d'un coup on mettrait simplement à la verticale pour faire une signalétique. Voilà. Donc ça va commencer aussi. Voilà, petit à petit, le projet se met en route. On a eu plutôt un beau relais de la part des élus, évidemment surtout des élus qui étaient le plus à l'est, parce qu'à l'ouest, les communes de Roussillon, qu'on diffuse le public plus à l'est, elles étaient un peu frileuses comme un grand frère qui n'a pas envie de voir le petit frère grandir, quoi. Mais
Mais justement, c'est là que c'était intéressant d'arriver avec des arguments comme la géologie, comme le rapport à l'eau, pour montrer qu'il y avait enfin, pour contrecarrer un peu les stratégies financières. Voilà. Donc c'est en cours. Bon, on a vu que les deux activités, plasticien et paysagiste, s'enrichissaient mutuellement. Ouais. Elles sont indissociables? Tu veux dire, il fallait que j'en arrête une. Ouais, non, elles sont indissociables parce que je me suis rendu compte qu'il y a une activité qui est très contrainte. Travailler de paysagiste dans l'espace public, c'est quand même compliqué. Les rapports avec les entreprises, les rapports avec le maître d'ouvrage, il y a beaucoup de contraintes. Et le travail plasticien, les contraintes, c'est moi qui les fixe. Donc c'est un espace de liberté qui est complémentaire, qui est nécessaire. Même si je prends beaucoup de plaisir aussi à partager des projets d'aménagement. C'est un espace de liberté où je fais ce que je veux, quoi. C'est agréable quand même.